Bien, bonjour à tous. Droit de cité, 26 ans d'existence, association de développement culturel dans le Pas-de-Calais au départ, non financée par le ministère de la Culture, et heureusement parce que ça nous laisse de la liberté. Et ça ne nous empêche pas de travailler en partenariat. Mais je le précise parce que ça fait écho à ce que disaient Daniel et Francis juste avant. C'est qu'à un moment donné, ce qui nous motive et ce qui nous anime à Droit de Cité, donc on travaille à la fois dans le Pas-de-Calais, mais aujourd'hui dans les Hauts-de-France, puisqu'on est aussi dans l'Aisne, sur le champ à la fois de la musique, du théâtre de rue et du livre et de la lecture pour les tout-petits. Ce qui nous anime, c'est justement la question de, je ne vais pas dire des oubliés, parce que ce n'est pas un terme qui est à souligner. Mais c'est l'image, vous savez que le président a utilisé la fameuse image des premiers de cordée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont loupé la corde et qui prennent un autre chemin, un chemin détourné, un chemin de travers, pour quand même toucher du doigt quelques éléments de culture ou quelques éléments d'art. Et pour ça, Droit de Cité, à travers toutes ces actions, ce qui nous interpelle, et après je serai très bref et je citerai une des dernières qu'on est en train de mener, ce qui nous intéresse et ce qui nous interpelle, c'est comment on fait naître, comment on éveille la question de l'émotion chez un individu. Alors on peut présenter le meilleur tableau au Louvre-Lens, on peut amener la meilleure artiste de danse ou je ne sais quel spécialiste d'art équestre. À un moment donné, ce qui est intéressant, c'est ce que ça procure chez l'individu. Et lorsqu'on travaille avec des tout-petits autour de la sensibilité, autour de l'éveil culturel à partir d'œuvres littéraires, du livre et de la lecture, c'est l'émerveillement. Tout à l'heure, Francis disait « je regarde les applaudissements ». Et moi, quand je suis dans les séances de Chulupio, qui est un salon d'éveil sur plus de 20 communes, ce que je regarde, c'est les yeux des enfants face à ces artistes et à ces spectacles. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure des séances, les gamins qui ont participé à Chulupio à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 10 et 12 ans. Et ils viennent voir les communes, enfin les villes ou les responsables culturels ou les responsables de médiathèques en disant « Et pourquoi nous, on n'a plus le droit d'aller à Chulupio ?» Voilà. Mais ça, il y a d'autres partenaires qui sont autour de la table qui font le travail autour du jeune public ou du public d'âge. Et donc la question de l'émotion, elle est importante. Il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps sur Douai, sur justement le risque qu'à un moment donné, l'absence d'émotion, quel est le risque de cette absence d'émotion. Et le risque, on le touche du doigt. On le touche du doigt depuis quelques années dans le bassin minier du Pas-de-Calais. C'est pas pour rien qu'on a quand même des quartiers qui sont à 60% de vote Front National. Alors en même temps, j'en parle d'autant mieux puisque je suis à la fois directeur de Droit de Cité et aussi depuis 2 ans responsable directeur d'une structure culturelle à Mazingarbe, où, dans certains quartiers, 65% du vote est FN. Non pas parce que les gens sont pas uniquement des gens radicaux, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une rupture. Il y a une rupture de relation. Et il y a une rupture d'émotion, il y a une rupture d'échange et d'altérité. Et nos missions, que ce soit Droit de Cité ou autres, et même des gens comme Éric Lemoyle qui représente le ministère de la Culture, nos missions fondamentales, c'est à ce que ce lien qui est, parce que c'est notre matière, qui est la culture, mais ce lien qui nous permet de vivre ensemble puisse continuer à exister. Le jour où ce lien n'existe pas, où cette montée, cet éveil à l'émotion n'existe plus, c'est là où on en vient à des choix radicaux en termes politiques et en termes religieux. Et c'est ça qui nous attend demain, si on ne continue pas et si on n'est pas animé
de ce travail. Et tous ici autour de la table, et je pense qu'une partie d'entre vous, c'est ce que vous faites à travers différentes thématiques, que ce soit le sport, l'animation ou le social, c'est de continuer à tisser du lien. Et je pense que, parce que derrière, c'est la question de l'éveil et la question de l'émotion. Voilà. Et je finis juste pour illustrer. Dernièrement, on n'intervient pas, mais on est en contact avec un club de prévention du côté d'Ouani, et on a été sollicité par un collectif de dames qui sont juste des mamans isolées, mais qui ont le statut de maman, et qui veulent, au-delà de prendre plaisir à venir voir des spectacles, vont travailler sur une écriture qui leur est propre. Et c'est un travail qui va aboutir dans un an, avec la compagnie des Tournoiements. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dames-là qui participent, qui viennent à des spectacles, à un moment donné se disent « mais nous aussi on veut en être, nous aussi on veut s'exprimer ». Et c'est un peu le sens de notre travail. Je vais passer la parole à Éric Lemoyle, donc de la Direction régionale des affaires culturelles, Nord-Pas-de-Calais, donc ministère de la Culture. En Hauts-de-France. Oh oui, pardon, mais moi quand j'ai arrêté, c'était Nord-Pas-de-Calais. Entre-temps, c'est devenu Hauts-de-France. Et bon, je le dis quand même, hein, mais pour moi, tu restes DRAC, région Nord-Pas-de-Calais, donc excuse-moi. Vas-y. Je pense que tu vas parler des Cléas, peut-être, non? Non, je voulais, en fait, c'est un peu la demande qui m'a été formulée. D'abord, merci pour l'invitation à la Ligue d'enseignement, mais de parler effectivement d'une tendance qu'on observe en matière de démocratisation culturelle, d'action culturelle, et à la suite des propos tenus par nos prédécesseurs, qui étaient vraiment de haute volée et qu'on ne peut que partager. Mais j'étais frappé par l'utilisation régulière du verbe « essayer ». Non, il me semble qu'il se fait de multiples actions au quotidien. J'en veux pour preuve les innombrables piles de dossiers que nous examinons et que nous essayons de soutenir, Laurent, car si tu n'es pas aidé directement, tu peux l'être via des politiques territoriales, tu le sais. Voilà, ceci dit au passage. Mais en même temps, c'est important de mettre en accord ce qui a été dit avec fermeté, avec force, qu'il faut militer en cette affaire de démocratisation, car il s'agit bien là du droit à la culture, qui pour le coup est un droit inscrit et qui convient de garantir à chacun. Mais pour que chacun puisse percevoir ça comme un droit qui lui est dû, il faut qu'il puisse en avoir la perception sensible. Or, justement, il nous semble que le combat à mener, parce que c'est bien un combat, et pour un ministère, c'est aussi un combat, c'est ce mot qu'on utilise au quotidien, il est important que la culture ne se privatise pas, qu'elle ne soit pas le fait d'une minorité, d'une nomenclatura qui n'est pas forcément marquée du sceau de la richesse, mais parfois de l'exclusion, parce que l'entre-soi est peut-être pire que le reste. Et en ce sens, ce qui nous semble intéressant à observer dans cette région, dans cette grande région, et les 5 départements, dans le Pas-de-Calais en particulier, mais pas seulement, on sent bien à quel point il y a ce désir des acteurs, que ce soit les structures culturelles, leurs responsables, les équipes qui les animent, que ce soit les équipes artistiques, que ce soit les acteurs du champ social, du champ associatif, les acteurs de l'éducation, de l'éducatif, que ce soit les personnes qui travaillent dans le champ de la santé, de la justice, tous ces professionnels qui travaillent sur les publics en situation d'empêchement, d'éloignement. Tous ces acteurs ont conscience que chacun a un rôle à jouer dans cette affaire de désintimidation collective. S'il y a une mobilisation à mener, c'est bien en ce sens. Parce que je crois qu'on peut sans arrêt, mais sans arrêt, refaire le coup de l'histoire. À quel moment il y a eu la rupture entre les tenants du culturel et du socio-culturel. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui? Je crois que l'essentiel, c'est d'avancer et de se dire que déjà, ça c'était des propos, je dirais, de clans, de lobbies et de volonté de mettre des murs là où il n'y en a pas. Pour moi, c'est pas la question qui est posée, c'est éducation populaire et culture. Mais non, éducation populaire, c'est partie intégrante de la culture. Forcément, qui dit culture dit partage. Et
On a tous en tête ce slogan à la fois beau et juste, il me semble, mais qui a pris un coup dans l'aile. La culture est probablement le plus sûr rempart contre la barbarie. Et ces derniers temps, c'est vrai qu'on se dit merde, on a bien échoué sur bien des points. Mais non, je crois qu'on n'a pas échoué, simplement on a baissé la garde. Il n'y a pas eu cette mobilisation collective, il y a eu à nouveau trop d'autosatisfaction de ce qui marchait, de ce qui avançait, sans se soucier effectivement de l'abandon de la notion de généralisation. Et je reviens donc à cette histoire de droit à garantir à chacun et pas à quelques-uns. Donc voilà, donc ce que nous observons, nous, à l'aune, à l'échelle d'une région, via une administration de la culture, ministre de la Culture, ministère de la Culture, c'est pas le ministère des artistes, c'est le ministère qui prend en compte l'ensemble des faits artistiques et culturels. C'est une administration. C'est une administration. Mais cette administration, elle veille aussi à ce que justement on puisse travailler à cette égalité d'accès de tous à la culture. Et donc on voit bien que la demande aujourd'hui est à celle de l'interprofessionnalisme, l'envie de travailler ensemble et de ne pas être dans une situation d'assujettissement ou de dépendance par rapport à l'autre, mais bien de construire ensemble. Alors cette notion de co-construction, elle fait rire, on dirait encore un terme bien techno, mais non, ce terme, il est bienvenu, il me semble, du monde associatif et notamment de l'éducation populaire. Et rien ne nous semble plus intéressant que d'observer ces professionnels de quelque chose, des professionnels qui à un moment accompagnent des personnes dans un moment de leur vie, alors quel que soit leur lieu de vie, leur degré d'empêchement et d'éloignement, et de faire en sorte que ces artistes aient envie de passer outre cette distance qui peut les séparer des créateurs et des professionnels de la culture, et de faire en sorte que les choses se construisent. Donc je fais allusion là aux fameuses résidences missions, qui sont une particularité de cette région et qui ont essaimé en France et en Europe désormais, et même en Amérique du Sud, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on va recevoir bientôt une délégation qui vient voir un peu comment ça fonctionne, cette chose-là. Mais si ça fonctionne, ce partenariat très spécial, où on demande à un artiste non pas de venir animer une séquence d'action culturelle, mais de venir vivre dans un champ, dans un territoire, dans une structure, et de se mettre au service de professionnels d'autre chose, non pas pour faire de l'animation, mais bien pour artistiquement provoquer, créer quelque chose ensemble, c'est vrai que cette forme, elle est intrigante, et elle est née de ce long débat qui nous a animés avec l'ensemble de la communauté professionnelle, culture, artistes, et tous ces professionnels de l'accompagnement dont j'ai parlé. Alors, je vais prendre juste un exemple pour être un peu plus concret. C'est vrai que lorsque nous avons été approchés par la Ligue de l'enseignement pour envisager des partenariats, je crois que nos amis de la Ligue ont été surpris qu'on propose finalement une présence d'artistes sur le centre des Argousiers, lieu d'éducation et de sensibilisation à l'environnement dunaire. J'espère que je dis bien la chose comme il faut, d'hébergement et de sensibilisation à l'espace dunaire. C'est vrai que c'était important pour nous de se dire, bon, des jeunes viennent là, des classes, des groupes en temps hors scolaire aussi, accompagnés, viennent passer une semaine dans un lieu bien circonscrits où ils vont vivre des séquences. Et tout ça est intéressant d'un point de vue sensibilisation à l'écologie, à l'environnement, à plein d'autres choses, au vivre ensemble. Enfin, j'avais bien lu tous les documents que m'avait fourni la Ligue, et quand même, je trouvais ça incroyable qu'il puisse manquer cette dimension artistique et culturelle dans un lieu où finalement sont là disponibles pendant une semaine, non seulement des gamins qui ont une énergie folle, mais surtout des encadrants. Et ces encadrants, il était, à mon avis, là, utile de faire en sorte qu'ils puissent vivre une proximité organisée avec, si ce n'est des artistes, au moins un artiste, et faire en sorte que ce qui se passe au cours de cette semaine se colore de la recherche, de la démarche qui anime l'artiste en question. Et puis derrière ça, il y avait cette intention, et ça, je me souviens, Daniel, c'est toi qui es là, oui. On en parlait. L'important, c'était aussi l'équipe qui anime ce centre, puisque elle, toutes les semaines, elle reçoit des groupes au pluriel, différents, et on se disait que l'équipe n'en sortira pas indemne de cette présence d'un artiste sur la durée, sur plusieurs semaines, sur 1 mois et demi exactement, et que forcément de nouveaux réflexes vont naître, et que cette idée que oui, la création, elle ne se passe pas que dans les lieux dédiés.
il faut aller voir cette création dans les lieux dédiés parce que c'est là où elle est présentée dans les meilleures conditions, les plus respectueuses des uns des autres, mais aussi elle peut se faire à vue, elle peut faire en proximité, en intimité, et que oui, c'est peut-être à ce niveau-là que les choses se passent, parce que l'enjeu, c'est de sortir du cercle des initiés, ces militants que nous sommes tous, je crois, que vous êtes tous, qui avons envie de faire en sorte que les choses avancent, mais qui, l'air de rien, en étant très très accrochés à ce qu'on peut obtenir comme moyen, comme dispositif, qu'on peut mobiliser, etc., on ne partage pas tant que ça. On a tellement peur de perdre cette chose qu'on ne partage pas et on n'élargit pas le cercle. Donc l'enjeu, c'est bien celui-là, celui de l'élargissement via une présence sur la proximité, dans un cadre de désintimidation, mais pas pour faire de l'animation, bien pour être dans un processus de création de moments artistiques, aussi brefs soient-ils. Merci Eric. Donc, nous avoir parlé de cette immersion d'artistes dans plein de contextes et territoires différents. Je vois que ça se poursuit et que ça s'amplifie, tant mieux, c'est bien. Oui, il y en a pour information, donc sur la région des Hauts-de-France, il y a 140 résidences missions de ce type. C'est énorme. C'est considérable. Ça a commencé Là, pourquoi par l'expérimentation. on n'essaye pas, on fait, oui, ensemble. Et ça a commencé par être des expérimentations. Oui, que tu as porté notamment. Oui, c'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs, mais bon. J'ai dit au passage aussi. Bon. Donc j'ai passé la parole à toi, Éric Deleval, et à toi aussi. Je vais vous passer la parole à toi. Qui en premier? Toi? Donc Éric est président et Philippe Massardier est directeur donc, de la culture à la communauté d'agglomération. Alors là, je vais essayer de ne pas me tromper, mais ça a changé aussi, hein, c'est plus Artois.com, c'est Artois-Lys Romane. Voilà, donc je te passe, tu as un micro là. Bonjour à tous, heureux de partager cette matinée avec vous. Alors oui, je suis président de rien du tout, hein. Je suis un modeste conseiller délégué en charge de la culture dans une communauté d'agglomération, pas une petite, 300 000 habitants, 100 communes, Béthune, Bruay, Artois-Lys Romane. Et puis je suis aussi, depuis le dernier mandat, en charge de la culture dans la ville de Bruay-la-Bussière dont Jean-Paul Corbas vous a parlé tout à l'heure. C'est pas facile hein, de venir devant vous, surtout après tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Je suis le seul élu à prendre la parole, mais je commence à avoir l'habitude. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Daniel Boyes l'a été avant moi et je lui ai même succédé dans un certain nombre de responsabilités. Oui. Alors, effectivement, excuse-moi, c'est un oubli. Bien, je reviens sur les termes qui sont employés. Éducation populaire, culture. Alors, éducation populaire, ça sonne bien. Bon, il faudrait voir si on fait une enquête dans la rue, ce que les gens, leur définition de l'éducation populaire, on a envie d'entendre que c'est l'éducation pour tous, celle qui permet à tous d'accéder à l'éducation, mais il y en a une autre, c'est l'éducation nationale. Et celle-là, par définition, elle concerne prochainement, à partir de 3 ans, tous les enfants de ce pays, et puis on va le plus loin possible en espérant que les universités restent ouvertes. Alors c'est l'éducation nationale, et puis ça s'appelait auparavant l'instruction, parce qu'on a envie de se dire quelquefois que c'est pas là-bas qu'on éduque les gens, mais plutôt qu'on les instruit. Sauf qu'on constate aujourd'hui qu'il y a un grand partenaire pour les acteurs de la culture qui développent des politiques, c'est justement l'éducation nationale, puisque c'est celle qui a finalement sous la main les publics avec lesquels on a envie d'entrer en contact. Voilà. Donc sur la définition des mots, là, c'est un peu difficile quelquefois de s'y retrouver. Et puis alors, éducation populaire, culture, et puis après, culture populaire. Alors ça, c'est pas bien, ça, culture populaire, parce que bon, c'est quand même de la culture pour les gens qui s'intéressent à des choses qui n'en vaudraient peut-être pas tout à fait la peine. Et je crois que là, il ne faut surtout pas confondre l'offre, entre guillemets, culturelle, qui est celle d'artistes qui ont une notoriété importante et dont on va pouvoir dire qu'ils sont populaires, et puis ce qu'est la culture populaire, mais ça a été évoqué tout à l'heure.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les majorettes qui répètent au coin de la rue dans ma ville, dans la petite salle de sport qui est juste à côté de chez moi, et j'entends les musiques infernales le samedi après-midi, sauf qu'elles sont là. Sauf qu'elles sont là et qu'elles travaillent et qu'elles sont fidèles pour ça. Beaucoup plus peut-être même que ne peuvent l'être les musiciens de l'harmonie municipale quand il s'agit en fin de journée d'aller répéter un peu sur une commande municipale. Qu'est-ce que je fais dans ma ville avec les mobbers là? On a parlé d'eux il y a quelques temps, on les voyait à la télé. Ces gamins, ils ont 15 ans et ils vont passer le plus clair de leur temps à essayer de retaper, de remettre à neuf une mobilette qui a 40 ans. Alors vous me direz, bon, bah, c'est un peu comme le tuning, sauf que c'est un travail énorme. Et ça, est-ce que c'est pas de la culture? Et est-ce que c'est pas du patrimoine? Parce que ce gamin de 15 ans qui retape une mob, c'est peut-être celle avec laquelle son grand-père allait travailler, avant que les voitures ne trouvent toute leur place dans notre... Donc on s'interroge beaucoup, enfin moi je m'interroge beaucoup en tant qu'élu sur ce que c'est que la culture, où ça commence, où ça s'arrête, et puis qui ça va concerner. Il y a longtemps que j'ai plus l'ambition de me dire que je vais réussir, parce que j'ai une responsabilité locale, à faire entrer tous les habitants de la ville dans les salles de spectacle, ou à les faire entrer quand il y a une... voilà. J'irai le plus loin possible, j'essaierai de promouvoir au mieux les actions qui sont mises en œuvre, mais je comprends parfaitement qu'il y ait une partie de la population qui se passionne pour d'autres choses. Les gens qui font du sport tous les dimanches, ils sont très heureux d'aller faire du sport et ils n'ont peut-être pas besoin de l'offre que je leur propose. Voilà, donc ça c'est une des limites qu'on s'est fixées. Et puis alors après, politiquement, comment on fait? Est-ce qu'on est là pour remplir des salles? Nous, par définition, élus, allez, on va dire que ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos concitoyens. Le bonheur de l'un n'est pas le bonheur de l'autre. Donc c'est là que les difficultés commencent. Et puis est-ce que mettre en place une politique culturelle, c'est remplir des salles, c'est-à-dire faire en sorte qu'un public, pendant 1 heure, pendant 1h30, vienne prendre du plaisir? Certainement c'est important, parce que ça peut contribuer à l'organisation de leur existence, à leur bonheur personnel, à des moments partagés en famille. C'est pas mal de le faire. Et puis on peut le faire avec beaucoup de succès si on a un bon carnet de chèques. Parce qu'il suffit de se tourner vers les artistes qui ont la plus belle notoriété pour remplir des salles à longueur de semaine. Sauf que le carnet de chèques, on ne l'a pas toujours. Et puis que finalement, quand on a passé 1h30 dans la salle à voir un spectacle qui a pu plaire, est-ce qu'on a fait un peu de chemin? Est-ce que sur le plan des valeurs, on a avancé? Après Eric, Philippe. Oui, bon, merci. Bon, c'est un peu difficile parce que sur le plan protocolaire, normalement, on n'a pas le droit de parler après son élu, mais je vais le faire quand même, hein, puisque ce genre de protocole à la Cabalère, on passe rapidement dessus. On a entre nous, voilà. Satisfaction, effectivement, de voir les personnes qui sont ici, parce que c'est les personnes avec qui je travaille quotidiennement, hein, et avec laquelle l'Aglo travaille aussi en permanence. Pour dire qu'une politique culturelle dans une collectivité territoriale, c'est quelque chose qui doit être éminemment politique, et c'est ce qui est mis en œuvre, et que le choix des intervenants est aussi éminemment politique. Ce n'est pas un choix administratif. Simplement, ce n'est pas un choix de prestataire de service non plus, qu'on veut de plus en plus nous faire croire et nous obliger à mettre en œuvre, nous fonctionnaires, mais on lutte contre cette dérive un peu technocratique bien souvent. Simplement aussi pour dire qu'au sein d'une collectivité territoriale, il y a plusieurs directions, et la direction de la culture est celle qui peut être le plus transversale dans l'approche des problèmes et dans leur mise en œuvre. On nous demande assez régulièrement d'écrire un projet de direction, hein, comme on demande un projet pédagogique à un enseignant et tout ça. Et quand j'ai écrit avec les personnes qui travaillent avec moi le projet de direction, je ne l'ai pas écrit tout seul, en intitulé dans les valeurs, on a mis liberté, égalité, fraternité, et on a rajouté laïcité.
ça a fait sursauter tout le monde. Hein. Comment ça comment pouvez-vous écrire des choses pareilles? Vous êtes un fonctionnaire. Et j'avais rajouté aussi, ça c'était à ma propre initiative, la prise de risque. Quand il n'y a pas de prise de risque de la part d'un fonctionnaire dans le domaine de la culture, vaut mieux qu'il aille faire autre chose, hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Et quand en plus on travaille sur un territoire tel que celui de la communauté d'Aglo, qui vient en plus de fusionner avec des communes principalement rurales, on doit en plus sans arrêt remettre en question les dogmes qui étaient établis et aller vers des appréciations qui n'étaient pas forcément les nôtres. On a travaillé déjà sur le monde rural, et là ça rejoint la question de la citoyenneté et de l'éducation populaire. Hein, Laurent pourra en parler après moi, puisqu'on mène des initiatives qui sont fortes dans ce domaine d'appropriation culturelle dans des zones qu'on appelle aujourd'hui les zones blanches. Voilà, les zones blanches. Avant, il y avait les zones rouges. Hein, maintenant, il y a les zones blanches. Hein, il y a les zones vertes aussi. Il y a la trame bleue, il y a la trame verte. Donc, on travaille beaucoup dans ces dimensions-là. Et comme vient de le dire Eric, on ne fait pas tout seul. Hein, et si on choisit des partenaires, c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs. Hein, on partage effectivement ces valeurs qui sont incontournables: liberté, égalité, fraternité, la citoyenneté aujourd'hui aussi, mais qui est transversale à tout ce que l'on mène. Et demain, je sais qu'on aura un partenariat avec la Ligue de l'enseignement, je précise. Pour avancer sur un projet qui nous tient à cœur. Voilà, j'en ai fini là. J'espère qu'on pourra continuer tous ensemble dans cette dimension-là. Merci Philippe. Je vais passer la parole à Laurent Coutouli, donc directeur de Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais. Merci Chantal. C'est vrai que ça fait un peu étrange, il faut le dire. Alors après, du coup, je ne sais plus effectivement quoi dire après toutes ces interventions. Alors peut-être, je peux essayer d'être concret par rapport à aujourd'hui, ce qu'est un travail au sein d'un territoire comme celui-là, qui pour nous est encore plus vaste que celui de la Cabalère, puisque là on parle de 150 communes et de 650 000 habitants, dont la Cabalère, mais où on essaye toujours d'inventer, et je pense que Culture Commune a innové et a été vraiment au départ de beaucoup de choses, et on essaye toujours de continuer d'inventer. Alors, je ne vais pas faire une liste à la Prévert de ce qu'on peut faire, mais je pense qu'aujourd'hui, la question de Culture Commune, l'enjeu, en tant que scène nationale, c'est de toujours réinventer l'accompagnement du territoire par le biais de la rencontre avec les arts et la culture. Donc avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc ça veut dire que depuis que je suis arrivé en 2014, après, je dirais, l'exposition d'un projet qui n'était que théorique, parce que je ne venais pas du territoire, j'étais quelqu'un qui le découvrait et qui, en même temps, le questionnait à partir, évidemment, du bilan de plus de 25 ans de direction de Chantal. Quand je dis bilan, c'est un bilan pas du travail de Chantal, plutôt de après 25 ans, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, en sachant que ce territoire a beaucoup évolué et évolue encore. Et notamment avec l'arrivée de certains événements. On peut penser au Louvre-Lens, on en a parlé tout à l'heure, peut-être pas de la bonne façon à mon sens, parce que je pense qu'il n'y a pas que des gens de Paris qui y travaillent. Je pense aussi qu'il y a beaucoup, au contraire d'autres musées, il y a beaucoup de populations en fait, du territoire qui y vont, et beaucoup de familles. Et ça, c'est aussi important. Donc, ne travaillons pas avec des regards un peu lointains et caricaturaux. La question de ce territoire, c'est qu'il est en mutation, et peut-être qu'aujourd'hui, il continue dans cette mutation.
et notamment avec des événements qui à la fois parlent du passé et en même temps évoquent aussi un avenir possible. Et je pense notamment, outre l'arrivée du Louvre-Lens en 2012, il y avait l'arrivée aussi du label UNESCO du bassin minier, et qui a été un vrai bouleversement qu'on ne mesure pas encore totalement. Je prendrai qu'un exemple au niveau de la démarche. En plus, c'est un exemple qui, pour moi, est fondateur de quelque chose parce que je ne l'avais même pas mis dans le projet initial. C'est quelque chose qui est arrivé dans une sorte de confrontation au réel. Et ça, c'est extraordinaire, la confrontation au réel. Et je me rappelle la première rencontre que j'ai eue avec Guy Alouchery. On a évoqué en fait nos désirs communs, nos envies possibles. Et il me parlait de la cité voisine de la Bason 19, qui était sur Lens. La Bason 19 est sur Los-Angeles, cité qui a vécu des aléas ces dernières années, qui est une cité remarquable au sens UNESCO, mais qui a été aussi une des premières cités, la première cité qui a permis en fait à la compagnie Hendrik van der Zyl de faire s'éveiller, qui continue toujours et encore à se mettre en place. Et donc on a eu l'idée d'y revenir, en sachant que ce territoire avait beaucoup évolué, et notamment sur ces 650 logements, il y en avait 100 qui étaient inoccupés parce qu'on attend d'une rénovation qui tardait à venir. Il faut savoir que ces rénovations, c'est des opérations lourdes depuis le label UNESCO, puisqu'on ne peut plus faire des rénovations par l'extérieur, notamment thermique, parce que c'est des gruyères thermiques, mais il faut le faire par l'intérieur. Donc on met en place une opération barbare qui s'appelle une opération tiroir. Donc on déménage pendant 2 mois, pendant les travaux, la famille qui y habite. Autant dire que c'est un traumatisme potentiel. Avec le bailleur, on s'est rencontrés très vite et on a commencé à inventer quelque chose qui continue encore. Ça fait depuis 2016 que ça a commencé et on continue encore. On continue sur quelque chose qui nous permet d'inscrire dans une durée très longue une rencontre entre la population, les habitants de la cité et les acteurs en fait en proximité, dont Culture Commune, mais aussi des artistes. Nous avons du coup avec le bailleur mis en place une maison qui n'est pas du tout une maison de résidence d'artistes. C'est plutôt une maison des artistes et des citoyens. C'est comme ça qu'on l'a appelé, on ne l'a pas pu l'appeler autrement, qui est ce que j'appelle un endroit poreux, qui permet en fait une rencontre régulière entre les habitants, les acteurs du territoire local, et aussi de la Bason 19 par exemple, et également, et bien sûr, des artistes qui viennent notamment pour y coucher, parce qu'il y a des chambres, mais aussi pour travailler, développer et partager des choses avec les habitants et avec nous. Ce projet-là, pour moi, il est presque la raison d'être de ce qu'on peut re-questionner en fait dans notre démarche. Dire que la question de la temporalité, on en a beaucoup parlé, c'est une question essentielle. Mais ce n'est pas seulement effectivement la question de il faut du temps pour créer la rencontre, c'est plutôt qu'il faut du temps aussi pour que la dimension artistique se révèle et qu'elle se révèle dans un dialogue permanent aussi avec le territoire. Donc on a développé évidemment depuis 2016 toute une succession en fait de rencontres artistiques, mais aussi pas que. On participe beaucoup aux fêtes des voisins, on participe aussi à des moments forts. Il y a la première rencontre, ça a été d'ailleurs la compagnie Hendrik van der Zyl qui est revenue faire un portrait. On a eu en fait un aveu terrible, avant c'était mieux, donc la question c'était pourquoi c'était mieux avant, mais parce qu'il n'y avait plus, aujourd'hui, enfin en tout cas en 2016, il n'y avait plus de lien social. Plus de lien en fait au sein des habitants. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on renouvelle ce lien, comment on le réinvente, et à partir non pas du passé, mais plutôt à partir du présent. Et tous les artistes qui viennent effectivement, et il y en a beaucoup, j'arrive plus à les citer tellement il y en a beaucoup qui sont passés par cette maison, par cette cité, tous les artistes qui y viennent en fait essayent de questionner ça, et même ce qui est quelque part nous dépasse nous-mêmes, se réinterrogent eux-mêmes dans leur mode opératoire en fait, par rapport à leur démarche artistique. C'est-à-dire, je prends là aussi un exemple, Pierre Meunier et Marguerite Barda, qui sont des artistes
qui travaillent la matière, qui sont des artistes connus au niveau national, qui ont eu une création qui a été accueillie avec nos collègues de la commune de Béthune, que nous avons accueilli, la vase, projet sur la matière, la vase, la boue. Donc c'est quelque chose d'assez rebutant au départ. En fait, ils sont venus au départ de l'écriture sur cette matière. Ils sont venus en fait dans cette maison et ils ont interrogé les habitants, mais aussi des acteurs locaux, des élus, sur qu'est-ce que pourrait être pour eux la vase, qu'est-ce que ça évoque pour eux et est-ce que ce territoire est envasé. Et toute la matière en fait des entretiens a servi aux répétitions, a servi en fait comme je dirais fil conducteur à tout leur échauffement avant de nourrir la matière. Le spectacle ne parle absolument pas du bassin minier, mais par contre, il s'en est imprégné en permanence. Et ça, c'est une première pour eux. Ils n'ont jamais fait ça. Depuis ce spectacle a tourné, notamment au théâtre de la ville à Paris. Et en fait, dernièrement, ils m'ont dit, mais on a envie de revenir, on a envie de reproduire en fait la même démarche, c'est-à-dire que comment effectivement nos réflexions sur un élément, donc le prochain, c'est la peur. Comment, en fait, on est en dialogue d'écriture et d'invention, d'interrogation avec des habitants, un lieu en fait où on a une rencontre différente. Je m'arrêterai là. Je vais passer la parole à Cécile Baquès, donc, qui est directrice de la Comédie de Béthune, à Béthune. Bonjour, je suis donc directrice du CDN ou du Centre dramatique national ou de la Comédie de Béthune. Tout ça désigne le même bâtiment et le même projet. Je suis aussi, puisque c'est un peu une particularité des centres dramatiques nationaux, je suis artiste au départ. Enfin, je suis actrice d'abord, je suis metteur en scène. Comme beaucoup de metteurs en scène, j'ai été actrice avant. Voilà. Et donc ça, c'est donc où il y a 39 situations comme ça en France et 39 établissements comme ça en France. La question passionnante étant de travailler à la fois sur l'échelle la plus proche, puis l'échelle, donc ici la communauté d'Aglo, la Cabalère, donc à Béthune, Bruay, toutes les villes dont il a été question ce matin, et le département du Pas-de-Calais, et la région des Hauts-de-France, et le territoire national, et maintenant même au-delà, c'est-à-dire une sorte de balayage impossible à faire. Mais bon, en même temps, il faut vivre d'idéal. Mais dans la réalité à laquelle, effectivement, on se confronte, la réalité, elle est sans arrêt de tendre vers ce cahier des charges magnifique et impossible. Alors, moi, plus précisément, là, donc, comme j'ai entendu c'est ce qu'on s'était dit, que c'était un partage d'expérience, donc je vais partager mon expérience. Enfin, là, il y a beaucoup de possibilités là-dessus. J'ai fait un choix, donc... de parler en fait de ce qu'on appelle à la Comédie de Béthune, au Centre dramatique, le projet de territoire, de ce que j'ai entendu d'ailleurs dit par des gens qui sont ici ou qui étaient là il n'y a pas longtemps. Moi, quand j'étais candidate pour la direction de la Comédie de Béthune, j'ai entendu tout de suite ce mot territoire, et avec une façon de le dire et un accent particulier que j'ai reconnu. Parce que j'ai grandi dans le 20e arrondissement à Paris et qu'on peut aussi parler de territoire avec un accent de titi parisien, et que ça ne me positionne pas pour autant comme supérieur. Ça me positionne, en tout cas, si c'est parfois regardé comme ça, ça n'a rien à voir avec ce que je cherche. Moi, ce que je cherche et ce qui me passionne dans ce travail de territoire, que je fais avec modestie, je crois, et avec humilité et avec grande satisfaction, parce que c'est extraordinaire d'avoir à faire ça, comme je l'avais fait avant en région Lorraine, donc il y a quand même des points communs sur ce que c'est qu'une histoire minière, avec laquelle personnellement je n'ai rien à voir, mais peut-être que ça ne m'empêche pas d'avoir un regard dessus. Dans ce travail de territoire, ce qui m'intéresse en fait dans la question du théâtre, comme je le fais, c'est de réunir la diversité. Donc ça va plutôt, je pense, dans le sens de ce qui a été dit dans la table ronde précédemment sur l'éducation populaire, dont je suis issue
On ne devient jamais qui on est par hasard, hein. Ça, je crois qu'il faut bien se le dire. Et moi, j'ai jamais pensé, j'ouvre une parenthèse, que j'ai été frappée par la personne qui a dit tout à l'heure, peut-être qu'il faut qu'on arrête de se battre, ou peut-être qu'on ne sait pas comment continuer, mais surtout pas penser ça, continuer, bien sûr, faire tous les jours ce pourquoi on arrive à être digne, comme le disait Francis aussi, c'est-à-dire se regarder dans la glace le matin et se dire que c'est bien qu'on fasse ça. C'est difficile, oui, il n'y a pas les résultats escomptés, oui, mais en même temps, peut-être, mais l'idéal, il demeure. Et la structure de l'individu que vous êtes, elle demeure. Et la structure de l'individu que je suis, elle demeure. Donc, sur le territoire, on fait beaucoup de choses, et donc moi je travaille, et c'est un long travail, et c'est un travail ingrat, et c'est un travail parfois difficile, et parfois on me renvoie, et parfois avec violence, que le travail que j'essaye de faire est difficile. Parce qu'il est exigeant, c'est de faire sortir le centre dramatique de lui-même, c'est d'ouvrir le centre dramatique sur l'extérieur, c'est de l'emmener sur les chemins du territoire et de travailler avec des artistes à réunir autour d'eux la diversité. La diversité des gens, la diversité des personnes, la diversité des horizons, la diversité des origines, des ethnies, de tout ce qu'on peut faire en France et de ce qu'on ne peut pas faire dans tellement d'autres pays, de ce qu'on peut faire dans une démocratie, et ça, il faut vraiment, c'est important, je crois, de ne pas l'oublier. Donc moi, dans le théâtre que je fais du théâtre de proximité. Avant, j'en faisais déjà, mais je ne le savais pas. C'est en arrivant ici qu'il a fallu effectivement que je trouve les vocables pour articuler mon travail et mon projet. Et qu'en fait, quelqu'un de l'équipe de la Comédie de Béthune m'a dit, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu fais du théâtre de proximité. J'ai dit, oui, voilà, c'est ça que je fais, exactement. Du théâtre de proximité. Ça veut dire essayer d'inventer des formes théâtrales, parce qu'être metteur en scène, c'est jamais qu'inventer des formes, hein. C'est pas un boulot de chef, c'est quelqu'un qui doit aussi savoir régler un certain nombre de choses, c'est quelqu'un qui doit inventer des formes. Là, par exemple, on est dans une forme d'ailleurs qui génère de la violence symbolique, puisqu'il y a des gens qui parlent devant vous, et qu'a priori, il y a ceux qui sont là qui parlent, et vous qui ne parlez pas, même s'il y a des échanges avec la salle. J'attire juste votre attention là-dessus. C'est pas une critique, loin de là. Mais on s'habitue nous-mêmes à des formes qui contiennent des tas de choses sur ce que c'est qu'avoir la parole ou ne pas l'avoir. Donc, je travaille sur des formes, des agencements pour que le spectateur se retrouve à des endroits un peu différents d'habitude. Pas pour qu'il se pose des questions, je ne sais pas ce que c'est en fait moi que cette question-là, mais qu'effectivement qu'il éprouve des choses, et qu'il éprouve ne serait-ce par exemple que de regarder d'autres spectateurs, et que l'acteur puisse traverser entre les spectateurs, et qu'il observe un monde et une construction de société. La dernière fois donc j'ai fait ça, c'est il y a quelques mois, avec un texte d'Annie Ernaux qui s'appelle L'autre fille. Annie Ernaux, qui est donc un écrivain, moi, avec qui j'ai un rapport littéraire depuis très 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 longtemps, depuis que j'ai 15 ans. C'est un écrivain qui, comme beaucoup d'entre vous, je pense que beaucoup d'entre nous, fait partie de notre patrimoine intime. C'est cet écrivain qui a dit « J'écris pour venger ma race », c'est elle. Et je me suis dit, en arrivant à Béthune, je me suis dit, ah mais c'est Annie Ernaux qu'il faut faire ici. C'est Annie Ernaux qu'il faut faire entendre ici. Donc j'ai travaillé sur L'autre fille à l'automne dernier, et donc qui est un solo, c'est devenu un solo théâtral pour une actrice, Cécile Gérard, dans un dispositif quadrifrontal, c'est-à-dire en carré, avec donc l'actrice au milieu et les spectateurs dedans. Et après, c'est évidemment, c'est-à-dire que c'est là aussi que c'est formidable de pouvoir travailler dans un centre dramatique, c'est vous osez faire des choses que vous n'auriez pas osé faire autrement. Je me suis dit en réfléchissant avec l'équipe que j'avais envie d'inviter des spectateurs aux répétitions, mais pas comme on fait, répétition publique, genre 10 jours avant, mais tout le temps. Tout au long du processus. Et ça, c'est nouveau. C'est comme ce que tu racontais sur Pierre Meunier et Marguerite Borda avec la vase tout à l'heure. C'est nouveau pour moi. Donc, c'est pas ça, prendre des risques. Hein, je ne crois pas. Je pense prendre des risques, c'est aller faire la guerre, je sais pas quoi. Mais je me suis dit, faisons ça. Donc ça, par exemple, c'est une expérience vraiment intéressante que j'aimerais poursuivre. Donc, il y a en fait le spectacle, le groupe de spectateurs qui est venu toutes les semaines, depuis le début du processus, tous les jours,
enfin tous les vendredis, sur le même créneau horaire, du début jusqu'à la fin. Et il y a eu autour donc de l'autre fille, qui est une lettre donc Annie Ernaux adresse à sa sœur, à sa petite sœur, enfin sa grande sœur, mais qui est plus petite parce qu'elle ne l'a jamais connue, parce qu'elle est morte entre-temps, bref. On a, avec l'équipe, imaginé beaucoup de choses pour aller à la rencontre des spectateurs, des ateliers d'écriture, en l'occurrence, qui veut dire que beaucoup de gens, enfin plus de 150 personnes, ce qui est à la fois dérisoire et beaucoup, ont joué donc avec Amandine Day, qu'on a invitée à animer ces ateliers d'écriture, qui est une artiste qui travaille beaucoup sur cette question de comment on peut écrire, surtout si on pense qu'on n'est jamais... qu'on n'est pas légitime à écrire. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont écrit leurs lettres, comme Annie Ernaux avait écrit la lettre à sa sœur. Donc on a récupéré, nous, à la Comédie, des tas de lettres, des lettres qui pouvaient être à une personne, qui pouvaient être à un objet, qui pouvaient être à une idée, qui pouvaient être à un pays. Alors, donc on a eu pêle-mêle une lettre à une femme qui a habité à la Cité des électriciens à Bruay-la-Bussière, qui avait écrit à sa grelinette, qui est un objet avec lequel elle entretenait un rapport quotidien. Et puis on a eu des lettres à Kevin Costner, et puis on a eu des lettres à la Liberté, justement, voilà, par exemple. Et pour finir, donc au bout du processus, c'est-à-dire le spectacle a été créé, pas à la Comédie de Béthune, le spectacle a été créé à Lillers, au Palace de Lillers, et ensuite joué dans une vingtaine de communes, donc dans notre projet de territoire, la Comédie de Béthune près de chez vous. Et pour finir l'aventure, on a donc invité tous ceux qu'ils souhaitaient, ces écrivains nouveaux, ces écrivains de quelques jours, on les a invités dans l'espace, dans le décor de l'autre fille qu'on a remonté à la Comédie de Béthune pour venir lire leurs lettres ou la faire lire à d'autres gens s'ils le préféraient. Voilà, et ça donc c'est un exemple en fait de... Alors je fais un geste comme ça, c'est à peu près comme quand on bat des œufs en neige, c'est-à-dire... parce que j'ai eu le sentiment profond, et je crois ne pas avoir été la seule à l'intérieur de la Comédie de Béthune, qu'on avait touché à quelque chose de juste sur la façon de rassembler effectivement des individus différents qui n'ont pas nécessairement le même rapport au théâtre. Parce que c'est ça qui est difficile en fait, c'est de réunir des gens qui ont un rapport différent au théâtre. Et que ce qu'on a fait là place en fait le spectacle, l'acte théâtral, quelque part, pas nécessairement au centre d'ailleurs, parce que moi j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt de façon rhizomatique, quoi. C'est plutôt comme une racine de gingembre, c'est-à-dire que vous avez une constellation, d'ailleurs Laurent il a dans sa programmation une constellation imaginaire, vous avez le spectacle et puis les ateliers d'écriture et puis les spectateurs qui sont venus dans les répétitions et puis les gens qui nous ont écrit depuis et puis une jeune fille qui a laissé un petit mot après une représentation où elle écrivait « Madame Annie Ernaux, vos mots sont immortels ». Par exemple, voilà. Mais sur le plan théorique, pour moi, ce qui est important, c'est que le spectacle n'est pas au centre. Cécile. Voilà. Anne Lidov de Cinéligue. Alors, attends, je passe Donc bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de prendre la parole donc en dernier, donc juste avant manger. Donc voilà. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression de me retrouver en famille avant le banquet du midi qui va nous rejoindre, enfin voilà, qui va nous réunir tous. Bah oui, moi je m'appelle Anne Lidov, donc je dirige Cinéligue Hauts-de-France désormais, et j'ai d'autant plus l'impression d'être en famille que j'ai démarré ma vie professionnelle entre Jean-Paul Corbas qui est juste ici et Chantal Lamarre qui est pas très loin non plus, et puis que Cinéligue, bah, c'est une histoire longue, hein, puis qui est reliée à celle de la Ligue de l'enseignement. 1927, les ciné-clubs, enfin toute une histoire de ce type-là. Et la merveilleuse impression d'être en famille aussi, c'est-à-dire on est tous un peu de la même génération, on est tous des... presque maintenant, désormais. Et que dans le travail que l'on mène à Cinéligue, puisqu'on nous a demandé d'être témoins, non pas forcément d'être sur un plan philosophique et des valeurs de ce qui nous anime depuis le début de notre vie professionnelle, même si évidemment c'est très important dans le domaine dans lequel on se trouve, c'est bien de sortir des cadres. Alors moi je passe après 13h, donc je suis vraiment sortie du cadre.
Et puis de tendre la main. Donc en fait, moi je suis dans un secteur qui est celui du cinéma, et où là, pour le coup, on n'a pas souvent l'impression d'être en famille, puisqu'on est dans un secteur extrêmement international, extrêmement commercial, extrêmement violent, extrêmement dominant, d'un point de vue de référence culturelle qui anime une partie de la population qui est la nôtre, et qui, pour le coup, ne partagent plus, sont dans des références qui sont extrêmement éloignées aujourd'hui des nôtres, bien souvent, et auxquels il faut tendre la main et fournir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire en permanence, c'est-à-dire regarder leurs écrans tout seuls, et s'abreuver d'un certain nombre de références qui nous échappent et qui se renouvellent constamment. Et donc, quand on devient adulte ou qu'on approche un certain âge, nous paraissent assez étrangers. Et donc, en ce qui concerne Cinéligue, on est sur de la diffusion du cinéma. Donc, évidemment, qu'on travaille auprès de populations rurales qui sont aussi tentées par le Front National de plus en plus. On est dans des territoires hostiles, mais les gens ne sont pas hostiles. Les gens sont très en demande et très en attente d'une activité qui peut les concerner, qui s'intéresse à eux parce qu'en fait, le cinéma, c'est la pratique culturelle la plus répandue et la plus intergénérationnelle. C'est un endroit, notamment sur la question des séries, qui est pour le coup, alors là, une référence qui n'est pas au départ française, puisque les séries que les gens regardent, ce sont essentiellement des séries américaines, mais qui partagent en intergénérationnel des choses en famille, bizarrement. Pas forcément dans le moment où on le regarde, mais dans le moment de ce qu'on partage. Et on se crée une culture ailleurs, en fait. Autrement, mais qui nous ramène à nous. Et nous, en fait, au niveau de Cinéligue, on est à la fois partagé par le fait de vouloir, comme dans l'action culturelle, dans le domaine du spectacle vivant, dont je viens également, d'essayer de créer des espaces communs dans lesquels, en fait, on sort du monde pour mieux y revenir, en fait. Là, en ce qui concerne le cinéma, on n'est pas du tout dans les mêmes secteurs. En plus, nous, on ne gère pas un lieu. Donc, on gère en fait un hors-lieu, constamment. On n'est jamais chez nous. C'est jamais nos publics avec lesquels on travaille, puisqu'on travaille pour des territoires ruraux et des salles qui ne sont pas forcément faites pour le spectacle ou pour le cinéma, mais qui permettent d'accueillir du collectif et du moment ensemble. Et dans un domaine qui est souvent fréquenté de manière très individuelle et très, très séparée. Et l'autre grand pan de l'activité, c'est évidemment l'éducation aux images qu'on mène, comme de très nombreux autres outils de la Ligue de l'enseignement, en lien avec l'éducation nationale et avec les élèves et les établissements scolaires. Un domaine qui est toujours traité comme un à côté, en fait, des fondamentaux que l'école est censée nous apporter, et qui pourtant est aujourd'hui essentiel. Puisque la référence à l'image et la cinéphilie, en tout cas la manière dont les jeunes se sont appropriés le monde des images et dans lesquels ils évoluent en dehors de nos critères et de nos repères, fait que cette question de l'éducation à l'image, pour moi, est devenue un élément essentiel. Éric Favet parlait effectivement de toutes ces informations parallèles qui effectivement nous échappent. Elles viennent de sources qui nous sont même inconnues bien souvent. Elles nous inquiètent, elles nous effarent. Alors on essaie de les approcher. On essaie de mettre la série en salle de cinéma. Ça, c'est un grand projet régional. On pense ce qu'on en veut. En tout cas, effectivement, c'est une habitude culturelle aujourd'hui. Mais en tout cas, la question qui nous anime à Cinéligue est certainement la main tendue, à la fois par rester en famille, même si on aime ça, rester en famille, on se sent bien, on se sent chez soi. Mais c'est surtout essayer de se mettre à la place des autres, de tendre les mains, mais aussi de faire des allers-retours entre ce que sont les références des autres et nos références à nous. Elles sont à la fois souvent bourgeoises, générationnelles, blanches, citadines. Voilà. Moi, ça a traversé effectivement l'ensemble de mon parcours professionnel, de partir de là où on est évidemment, de connaître son histoire, ses racines, mais surtout, d'ouvrir vers l'autre et de ne pas stigmatiser, de ne pas juger. Au contraire, de se permettre de se rencontrer. Et souvent d'ailleurs, au niveau culturel, ça on va souhaiter bon appétit à tout le monde, on se retrouve autour d'un verre, d'un repas. C'est souvent la manière gastronomique qui est la meilleure pour rencontrer l'autre et faire l'expérience d'autrui. Merci beaucoup et merci Anne. Bonne fin de journée. Très cool.